Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième cours de philosophie générale consacré à la notion de vivant. Aujourd'hui, nous allons faire évoluer notre précédente réflexion sur le vivant, qui était une réflexion aristotélicienne et finaliste, vers une conception mécaniste propre à Descartes. On va donc effectuer un retour à sa pensée, qu'on a pu étudier depuis un certain temps. On a vu la fois précédente que définir la vie à partir d'un principe qui anime le corps, tout en lui conférant son unité à propos des corps organiques, tels que l'âme, ne semblait pas aller de soi dans la mesure où l'âme n'était alors que la forme du corps. En effet, s'il existe des êtres vivants dont la forme du corps et les fonctions sont si différentes de l'un à l'autre, des plantes, des animaux et des hommes, faut-il en déduire que la seule chose qui soit commune à ces êtres vivants, c'est le fait qu'ils possèdent une autonomie de mouvement qui leur est interne. Autrement dit, peut-on simplement assimiler le vivant à tout ce qui est strictement organique et semble fonctionner de façon mécanique en faisant l'économie de l'âme en tant que principe originellement métaphysique? C'est précisément cette réflexion qui a été au cœur des études cartésiennes sur la vie elle-même comme objet d'étude au XVIIe siècle et qui nous intéresse ici. Tout d'abord, il convient de contextualiser un peu le cadre de réflexion de Descartes. On n'est plus du tout dans l'Antiquité grecque et la physique cartésienne n'a plus rien à voir avec celle d'Aristote qui reposait sur les fameuses 4 causes auxquelles j'ai déjà consacré une vidéo par ailleurs. C'est très important de comprendre pourquoi Descartes a contribué à faire disparaître cette théorie et aussi pourquoi on a jugé bon, comme Descartes, de ne retenir, on pourrait le dire, que la cause efficiente ou motrice. En fait, la physique moderne, qui est celle du XVIIe siècle, et qui repose en partie sur les découvertes de Newton, auxquelles j'ai déjà consacré une ou deux vidéos, donc je ne vais pas revenir ici dessus, considère la nature comme étant régie par des lois universelles et mécaniques. En effet, Descartes, dans son ouvrage Traité du monde, au chapitre 7, développe une conception de la nature comme un composé de différents corps soumis à des chocs et à des contacts responsables des différents phénomènes que l'on peut observer selon une certaine invariabilité. Tout se modifie dans la matière, mais toujours de la même façon. Un phénomène physique, par exemple l'évaporation de l'eau ou sa solidification, est toujours lié à un déplacement local de certains corps, et donc à un certain mouvement des corps minuscules qui composent les phénomènes qui nous apparaissent. Ainsi, comme le dit Descartes dans ses Principes de la philosophie, deuxième partie, article 23, tout dans la nature est réductible à des déplacements de parties de matière de différentes grandeurs et figures. Par conséquent, si tout dans la nature peut s'expliquer selon des déplacements de matière, si on veut être terre à terre et prendre un exemple scientifique, on peut parler de mouvement des atomes et des molécules qui expliquent les différents états de changement des corps. S'il n'y a pas besoin de distinguer différents types d'âmes, aux fonctions corporelles différentes, puisque la forme d'un corps et son apparence sont liées à une certaine quantité de matière et à son mouvement, eh bien, par conséquent, on peut laisser tomber donc l'idée de plusieurs causes, la cause matérielle, la cause formelle, etc., puisque de toute façon, la constitution d'un phénomène, la manière dont il se produit, dépend intégralement de son mouvement de manière mécanique. Ce n'est donc plus ce vers quoi tend un corps vivant, sa supposée finalité, ni même sa forme ou sa matière qu'il importe de considérer ou d'observer, puisque tout peut se comprendre et s'expliquer à partir du mouvement qui anime les différentes parties composant un corps. En effet, l'approche de Descartes n'est plus celle d'un naturaliste comme Aristote, mais plutôt celle d'un anatomiste et d'un physicien. Il constate au même titre qu'un philosophe matérialiste tel que Hobbes que tout est corps, et que les corps sont composés de corps plus petits et plus fins. Si l'on veut rendre compte du vivant et de sa nature, il faut s'intéresser à la composition des corps naturels. Or, Descartes est formé en tant qu'anatomiste, puisqu'il dit avoir pratiqué l'anatomie pendant 11 ans. Un corps est donc composé de plusieurs corps, qui sont les organes,
chacun d'entre eux remplissant une fonction précise. L'estomac a pour fonction la digestion, les poumons permettent la circulation de l'oxygène dans le sang, et le cœur la circulation de tout le sang dans l'organisme, ainsi que l'intégrité du reste des organes et de la vie même. De même, à une échelle encore plus petite, Descartes a la confirmation de son hypothèse d'une circulation sanguine lorsqu'il effectua une ligature de la veine du bras. En tout cas, c'est l'expérience qu'il raconte dans son discours de la méthode 5e partie. C'est de cette manière-là que Descartes, d'un point de vue scientifique, progresse dans ses découvertes et qu'il se rend compte que justement, tout tient à un corps composé de corps toujours plus petits. Il fera alors l'hypothèse, à partir justement de cette découverte, que les corps minuscules passent dans notre sang et sont responsables de nos mouvements. Ces corps minuscules dont parle Descartes, c'est la fameuse théorie des esprits animaux qu'il détaille notamment dans l'article 10 de son traité des passions de l'âme, son œuvre de la maturité. Les esprits animaux sont des corps minuscules présents dans le cerveau, le sang, les muscles, les nerfs, et circulant en permanence dans l'organisme. Il s'agit des parties matérielles les plus subtiles du sang qui font bouger nos muscles. De fait, la passion qui va inciter le corps à se mouvoir de telle ou telle façon est explicable de manière strictement mécanique puisque cela va dépendre de l'afflux sanguin transportant les esprits animaux en question. Si nous ressentons de la tristesse par exemple, les pores de notre cœur vont se resserrer et le flux des esprits animaux transmis dans le sang sera plus faible, tandis que l'excitation liée à la colère sera liée à un élargissement des pores du cœur et à une circulation plus vive du sang dans tout le corps qui entraînera des réactions vives de notre part. Donc vous voyez, Descartes, il explique vraiment les passions et nos différents états émotionnels de manière physiologique. Il fait la liaison donc entre ces théories, on pourrait dire philosophiques, parfois métaphysiques, et les découvertes scientifiques qu'il établit lui-même à son échelle en tant qu'anatomiste. Ainsi, selon Descartes, les deux éléments qui rendent la vie possible sont la disposition des organes composant le corps et la chaleur du cœur. Pourquoi ? Eh bien parce que Descartes a, dès l'article 5 de son traité des passions de l'âme, pu constater que ce qui est principe de vie n'est en aucune façon l'âme, ou ce que l'on nommait l'âme jusqu'à présent, mais le bon fonctionnement du corps, et particulièrement sa chaleur, liée au bon fonctionnement du cœur. En effet, si le système respiratoire ou si tout organe vital dysfonctionne, cette corruption du bon fonctionnement de l'organisme entraîne une mort progressive du corps, qui se caractérise par la baisse progressive de la température du corps, un corps froid étant la caractéristique d'un corps sans vie dont le cœur s'est arrêté. C'est donc à l'état de notre corps que nous devons la vie, et non à une quelconque âme ou substance spirituelle. Toutefois, attention, l'âme n'a pas disparu chez Descartes, qui, contrairement aux apparences, reste un poil plus proche d'un Platon que d'un Aristote, dans la mesure où l'âme est repensée comme étant seulement liée à la pensée. Si le corps dysfonctionne et meurt, l'âme quitte le corps, car le corps n'est plus en mesure d'accueillir l'âme. Mais cela ne signifie pas pour autant que l'âme chez Descartes joue un quelconque rôle par rapport à la présence de la vie ou non. En effet, on en arrive au point le plus classique que Descartes développe à ce propos, à savoir celui de son fameux dualisme. Descartes dissocie l'âme et le corps et les définit précisément l'une par rapport à l'autre dans ses 6e méditations métaphysiques. Le corps est défini comme une substance matérielle et étendue, tandis que l'âme est une substance immatérielle et inétendue. L'étendue caractérise donc ce qui est physique et matériel, c'est ce que l'on peut mesurer et observer, tandis que ce qui est immatériel et inétendu ne peut être observé. Évidemment, par définition, on s'imagine mal prendre une règle et mesurer la taille de notre âme, hein, ça va de soi. Donc il faut rappeler que Descartes concevait l'homme comme une chose qui pense, ou une substance pensante,
Le corps apparaissait d'ailleurs comme pratiquement secondaire dans les 5 premières méditations, mais dans les 6e méditations, le dualisme cartésien qui attribue une fonction précise au corps et à l'âme s'affirme. Le corps est ce qui permet le mouvement et qui est composé de différents organes, la vie étant un processus physico-chimique lié à l'organisme et au mouvement interne des parties composant celui-ci. L'âme, de son côté, est la substance pensante permettant la pensée. Elle pâtit en même temps que le corps, car elle lui est liée, mais elle est dispensable concernant la vie elle-même, qui est partagée avec les animaux. Évidemment, quand je parle du mouvement des organes, je veux parler, évidemment, je veux pas dire qu'ils bougent dans tous les sens et que c'est ça qui fait qu'on a envie, mais vous le savez bien, le cœur bat, et notre cage thoracique, liée au mouvement justement des poumons, varie en fonction de l'inspiration, de l'expiration. Donc on peut pas dire que nos organes sont immobiles. Hein. C'est là où il y a mouvement, il y a quelque chose de l'ordre du mécanisme qui a lieu. Et c'est pour ça que Descartes conçoit justement le fonctionnement de notre corps de manière strictement mécanique. Donc par ailleurs, si on revient à ce que je disais juste avant par rapport aux animaux, parce que le point commun qu'on a avec les animaux du coup, c'est on est vivant, mais c'est tout, et c'est ça qui ne plaira pas aux amoureux des animaux, bien entendu. Notamment si je m'appuie à présent sur une lettre, la lettre à Morus, qui est une lettre peu connue, où Descartes s'appuie même sur les animaux, en tout cas sur ce qu'il pense être les animaux, par observation, et on verra qu'il y a aussi un argument théologique plus tard, pour distinguer l'âme, permettant la pensée, du corps permettant la vie comme processus physico-chimique. L'argument théologique en question, c'est justement un argument qui consiste à invoquer Dieu, qui ne peut avoir créé les animaux comme ayant une âme rationnelle leur permettant le mouvement lié à la présence de la vie en eux, qu'ils partageraient avec nous. Envisager les animaux comme étant absolument identiques aux hommes dans leur constitution est non seulement impie et contraire aux Saintes Écritures, mais surtout contraire à l'observation, puisque rien n'indique une forme d'intelligence comparable à l'intelligence humaine lorsque l'on observe les animaux qui sont seulement régis par l'instinct. En effet, l'instinct est partagé avec l'homme et n'est pas le propre de ce n'est pas le propre de l'animal. Enfin, c'est pas le propre de l'animal dans le sens où il n'y a pas que ça. Descartes parle à ce titre d'enseignement de la nature dans ses 6e méditations, comme ce qui nous fait éviter instinctivement le danger, le feu qui brûle par exemple, ou poursuivre ce qui permet la conservation du corps, la faim qui nous renseigne sur un besoin élémentaire que nous devons satisfaire par exemple. Toutefois, seul l'homme a une pensée rationnelle, et cela se traduit par le fait que son âme lui permette d'accomplir autre chose que des actions purement mécaniques et instinctives émanant de son seul corps et des passions qui y sont rattachées. C'est en ce sens que Descartes utilise cette expression dans la 5e partie de son discours de la méthode qui fera tant râler les véganes des siècles et des siècles après, qui est celle d'animaux-machines. Les animaux sont comparables à des machines, car ils ne font que prolonger l'instinct qui leur est propre et qui les anime dans leur comportement de façon causale et mécanique, avec la plus inflexible nécessité. Ils ne pensent pas au même titre que les hommes, puisqu'ils ne sont pas dotés de l'âme que nous avons, qui est une âme proprement spirituelle et qui permet l'accès aux idées les plus complexes. Cependant, il est à noter sur ce point, qui crée souvent la polémique, deux choses. La première, c'est qu'en comparant les animaux à des machines, Descartes ne veut pas dire qu'ils sont bel et bien des machines. Je vous expliquerai pourquoi un peu plus tard. Et que considérer les animaux comme étant différents de nous ne signifie pas nécessairement qu'il faille à tout prix les considérer comme inférieurs ou comme devant être exploités de façon cruelle et massive. Hein ? Voilà, donc ça déjà c'est pour qu'on arrête de faire passer Descartes pour un méchant qui n'aime pas les animaux, c'est un peu... Je suis désolé mais j'ai déjà entendu tellement de choses cucu sur Descartes à cause de ça que au bout d'un moment ça
Ça gave un peu. Ensuite, second point important, les animaux ne nous sont pas inférieurs, mais bien supérieurs dans différents domaines, nécessitant l'instinct notamment, tout ce qui relève des réflexes et des réactions, assurant le plus efficacement possible la survie. Descartes reconnaît au moins cette supériorité. Bon, après, on pourrait se dire, oui, bah, c'est pas grand-chose, hein. Et puis, ça renvoie quand même les animaux essentiellement à leur instinct. Bon, bref, le dualisme cartésien dissociant le corps et l'âme que l'on puisse qualifier de substance spirituelle permettant la pensée n'étant présente que chez l'homme, permet donc de dissocier la vie d'un côté, liée au simple fait de posséder un corps, et l'âme de l'autre. Cette théorie faisant de l'homme un être vivant, distinct du reste des animaux, fera beaucoup réagir un certain matérialiste du nom de Lamétrie, qui écrira L'homme-machine, en guise de provocation par rapport aux fameux animaux-machines de Descartes, et considérera la pensée comme un strict produit du cerveau, histoire de rappeler que la pensée n'est pas autre chose que quelque chose de mécanique lié au corps. En gros, si les animaux sont des machines, l'homme aussi, hein, c'est ballot. Donc je vous parle de ça pas pour étaler ma culture philosophique, mais pour que vous compreniez que Descartes, malgré les apparences par rapport à ce que l'on a vu tout à l'heure, n'est pas un philosophe matérialiste. On croirait qu'il l'est parce qu'il fait dépendre la vie d'un processus physico-chimique, du bon fonctionnement des organes et de la chaleur du corps liée au cœur, mais il ne peut se résoudre totalement à faire disparaître l'âme de sa théorie en lui redonnant une fonction spécifique. La question qui se pose maintenant étant de savoir comment une substance immatérielle, l'âme, que l'on ne peut même pas étudier scientifiquement et qui n'existe peut-être pas, voire pas du tout si on est un empiriste, peut être liée à un corps qui est de nature complètement différente. Ce n'est pas l'objet de réflexion principale qui nous intéresse ici, mais je vais quand même prendre la peine de vous donner quelques éléments, car je ne suis pas sûr de refaire une vidéo sur ce point de la pensée de Descartes à l'avenir. Donc tout d'abord, dans ses correspondances avec Élisabeth, il fera remarquer à celle-ci, puisqu'elle lui posait la question, qu'une force immatérielle peut très bien s'exercer sur un corps physique, sinon on serait pas tous attirés vers le sol par un truc qui s'appelle la force de gravitation. Et ensuite, il considéra que la liaison entre corps et âme est une troisième notion primitive, à savoir l'union. Pour info, les trois notions primitives chez Descartes, ce sont le corps, l'âme, que l'on a déjà défini précédemment, et l'union, qui permet de rendre compte du fait que les deux puissent être unis, et qu'il y ait bien une liaison. Que si je suis triste, mes pensées soient troublées, ou que si j'ai pas le moral, mon corps se sente plus faible, par exemple. L'union, Descartes va la localiser toujours dans cette perspective anatomiste dont je vous parle depuis tout à l'heure, dans une partie du cerveau qu'il nomme la glande pinéale. À titre personnel, je ne sais pas exactement où il situait celle-ci de façon précise, mais je crois que c'est plus ou moins au niveau de ce que l'on nommerait aujourd'hui le cervelet. Dans tous les cas, aucune étude scientifique n'a pu attester l'existence de cette fameuse glande pinéale par la suite. Il n'empêche que cette fameuse glande pinéale dont nous parle Descartes est très importante quand il prend la peine de nous en parler dans son fameux traité des passions de l'âme, parce que c'est là qu'a lieu l'union de l'âme et du corps. Et surtout, si on revient sur ce que je disais par rapport au fonctionnement mécanique du corps et de la vie elle-même, c'est son inclination qui va expliquer certaines de nos passions et de nos comportements. Inclination qui va être liée au mouvement des esprits animaux remontant jusqu'au cerveau par le biais de la circulation sanguine. Mais alors, si on fait le bilan de ce que l'on vient de voir, on peut se demander si le vivant est bel et bien une machine, et si nous ne sommes finalement que des automates en un poil plus perfectionnés que les animaux du fait que nous ayons un libre arbitre, et pas eux, nananaires. Le nananaire étant essentiel, bien sûr. En effet, si tout peut s'expliquer par des mouvements d'esprits animaux présents dans le sang, les nerfs, les muscles et le cerveau, et par la présence d'une glande pinéale expliquant que nous puissions être des êtres sentants et pensants, est-ce que tout ce que nous considérons comme étant la vie est du pur mécanisme, au même titre que les objets techniques artificiels que nous produisons nous-mêmes,
et qui fonctionne par le biais d'un mouvement interne répondant à certaines régularités selon certaines lois. Eh bien, il y a une confusion possible et qui est très tentante et qui est d'ailleurs très souvent faite quand on croit avoir compris Descartes, c'est que le vivant est bel et bien une machine ou purement mécanique. En réalité, il faut comprendre que Descartes considère que la comparaison est possible, pas que le vivant est strictement assimilable à une machine. Autrement dit, il y a comparaison, mais pas assimilation. Et la machine n'est là que dans une perspective épistémologique et répond à un trait méthodique. En fait, puisque le vivant reste un mystère dont on n'a pas fini de percer le secret, Descartes pense qu'il est judicieux de comparer le corps, toute forme d'organisme, à une machine, car la machine étant créée par l'homme, elle nous est familière et nous en comprenons le fonctionnement. Or, puisque le corps semble fonctionner avec des parties, qui sont des organes, au même titre que les éléments composant une machine, et dont le mouvement contribue au fonctionnement de l'ensemble, il est tentant d'effectuer un rapprochement pour mieux comprendre ensuite si le vivant est identique, et si tel n'est pas le cas, à quel niveau le vivant diffère d'un simple artifice technique. La comparaison est donc, selon Descartes, féconde à deux niveaux. Tout d'abord, par rapport de complémentarité, puisque l'on peut établir dans une machine un rôle précis à une pièce en fonction de l'usage d'une autre pièce. On comprend donc, en observant le corps d'un humain ou d'un animal, que tel organe n'a pas la fonction de tel autre, mais tout comme pour une machine contribue au bon fonctionnement du tout, par exemple, les poumons n'ont pas la même forme que le cœur et ne permettent pas la même chose, mais leur fonction est complémentaire puisque la respiration, justement, est nécessaire à la circulation du sang, tandis que le cœur a pour fonction de renvoyer le sang dans tout l'organisme. Ensuite, par rapport de comparaison, on peut préciser selon Descartes le rôle précis de tel ou tel organe du corps humain. Par exemple, on peut comparer le rôle du cœur à celui d'une pompe dans un circuit hydraulique. Ça ne veut pas dire que le cœur est une pompe d'un circuit hydraulique naturel, ni que la pompe d'un circuit hydraulique serait un cœur artificiel, mais en faisant ce rapprochement, on peut mieux comprendre la fonction du cœur qui permet d'absorber et de redistribuer le sang dans tout le reste de l'organisme. Cependant, ce n'est pas parce que les corps naturels sont comparables à des machines dans leur fonctionnement qu'ils y sont assimilables. Et le point de vue de Descartes reste assez nuancé sur ce point. La raison principale que donne Descartes est liée au fait que l'on ne peut pas connaître aussi parfaitement ce qui n'a pas été créé par l'homme, à savoir la nature et les êtres vivants qui y vivent, aussi parfaitement que ce que l'on a créé soi-même, à savoir la technique, qui relève de l'intervention humaine et de son savoir scientifique. Plus précisément, la vie étant le produit d'une création naturelle qui est celle de Dieu, il serait impie et inexact de penser qu'en termes de perfection et de complexité, les créations techniques de l'homme pourraient rivaliser avec celles de Dieu. Le vivant reste donc hors de portée de l'homme qui, tout en s'inspirant de celui-ci, peut créer des choses artificielles, mais ne peut pas pour autant prétendre s'en rapprocher en termes de perfection. Pour prendre un exemple moderne et montrer toute l'actualité du génie cartésien, ce n'est pas parce que l'on peut créer des automates qui semblent posséder une intelligence proche de la nôtre que cette intelligence ne reste pas artificielle et jamais celle-ci ne pourra nous égaler. Pour résumer, il y a donc rapport de ressemblance, tout corps naturel n'ayant pas besoin d'âme pour fonctionner, à l'instar d'une machine, entre le vivant et le mécanique, mais il n'y a nullement rapport d'identité pour Descartes. On peut donc se demander si cette comparaison entre le mécanique et le vivant peut, en nous montrant ce qui semble similaire, nous renseigner de façon féconde sur ce qui fait la spécificité de la vie elle-même par contraste. Si la vie et son fonctionnement laissent à penser que les êtres vivants sont régis par des lois physico-chimiques, quels sont les éléments spécifiques
à la manière dont fonctionne le vivant qui peut rendre inadéquat la comparaison du vivant à une machine par opposition. C'est ce que l'on verra la prochaine fois en nous interrogeant plus en profondeur sur les limites de la comparaison du vivant au mécanisme pur et simple, bien que la comparaison ait pu paraître utile dans un premier temps. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée ou soirée, j'espère que ça vous aura plu ou intéressé, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles réflexions sur cette notion.